Imaginez un garçon de 10 ans déshabillé de force devant des inconnus, examiné comme du bétail, puis vêtu d'une robe rouge qui le désigne pour un voyage dont il ne reviendra jamais. C'est ce qui est arrivé à des centaines de milliers d'enfants chrétiens dans tout l'Empire ottoman pendant plus de 400 ans. Des registres de janissaires récemment traduits fournissent des détails sans précédent sur ce processus systématique. Tous les 3 ou 4 ans, des fonctionnaires ottomans entraient dans les villages chrétiens avec une mission simple: sélectionner les garçons les plus forts et les plus intelligents pour les transformer en guerriers musulmans. Mais la réalité était bien plus complexe et troublante que ce que les historiens ont révélé. Pourquoi certaines familles soudoyaient-elles les fonctionnaires pour qu'ils prennent leurs fils? Qu'est-ce qui poussait des enfants d'à peine 8 ans à se battre contre d'autres prisonniers pour prouver qu'ils méritaient d'être asservis? Et quelle sombre technique psychologique pouvait transformer un jeune berger serbe en un général commandant des armées contre son propre peuple? Les preuves que nous avons rassemblées révèlent un système d'ingénierie humaine si sophistiqué qu'il a créé un empire et a fini par se consumer lui-même. Abonnez-vous pour découvrir les preuves médico-légales qui montrent exactement comment il brisait l'esprit de ses enfants et pourquoi les résultats étaient plus horribles que les méthodes elles-mêmes. L'odeur âcre de la poudre à canon flottait encore lourdement dans l'air d'Istanbul le 15 juin 1826. La fumée dérivait sur les pavés de la cour de la caserne des janissaires, se mêlant à quelque chose de bien plus dérangeant: l'odeur métallique du sang qui s'accumulait entre les pierres anciennes. 6000 corps gisaient éparpillés là où ils étaient tombés, abattus non pas par des ennemis étrangers, mais par l'artillerie de leur propre sultan. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires, c'étaient les janissaires, le corps d'élite qui avait terrorisé l'Europe pendant des siècles, la force irrésistible qui avait fait chuter l'Empire byzantin et semé la peur dans le cœur des rois chrétiens de Vienne à Venise. Maintenant, ils n'étaient plus que des cadavres en train de refroidir, leurs turbans blancs trempés de cramoisie, leurs sabres courbes encore serrés dans leurs mains crispées par la mort. Ce à quoi vous assistez, c'est la fin de l'armée d'esclaves la plus victorieuse de l'histoire de l'humanité. Chaque homme gisant mort dans cette cour avait une histoire qui vous glacerait le sang. Chacun avait été un enfant chrétien, arraché aux bras de sa famille et transformé par des méthodes si brutales, si psychologiquement sophistiquées, qu'ils étaient devenus prêts à mourir pour la foi, même qui les avait asservis. Leurs grands-pères avaient été des chrétiens orthodoxes, leurs arrière-grands-pères s'étaient agenouillés devant des croix en bois dans des églises serbes ou des monastères grecs. Pourtant, ils gisaient là, ayant passé leurs derniers instants à crier « Allah », alors que les canons ottomans les déchiquetaient. Le sultan qui a ordonné ce massacre savait exactement ce qu'il détruisait. Ce n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient des armes parfaites, forgées par des siècles de conditionnement psychologique qui commençaient au moment où les fonctionnaires ottomans les sélectionnaient alors qu'ils étaient enfants. Le système qui les a créés était si efficace qu'il avait bâti l'un des plus grands empires de l'histoire, s'étendant sur 3 continents et durant 600 ans. Alors pourquoi a-t-il dû se terminer dans un tel carnage? Pourquoi l'empire même que ces soldats esclaves avaient construit a-t-il finalement décidé que ces guerriers parfaits étaient devenus trop dangereux pour vivre? La réponse est enfouie dans des documents qui révèlent une vérité si dérangeante que les historiens traditionnels n'ont fait qu'effleurer la surface. Mais comment des enfants chrétiens sont-ils devenus les armes les plus redoutées du sultan? Comment un empire transforme-t-il des garçons enlevés en hommes capables de conquérir leur propre patrie? Ce que vous allez découvrir va changer fondamentalement tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir, le contrôle et la terrifiante capacité d'adaptation de l'esprit humain. Pour comprendre la véritable horreur de ce qui s'est passé dans cette cour inondée de sang, vous devez saisir l'ampleur de ce que ces hommes avaient bâti. L'Empire ottoman à son apogée n'était pas juste un autre royaume médiéval. C'était une superpuissance s'étendant sur 3 continents, contrôlant les routes commerciales de Vienne à Bagdad, de la péninsule de Crimée aux portes du Caire. Pendant 600 ans, cet empire a dominé le monde connu, et en son cœur se trouvait la force militaire la plus révolutionnaire que l'Europe ait jamais vue. Les janissaires. Tout ce que vous pensez savoir sur les armées médiévales est faux. Ce n'étaient pas des levées féodales ou des guerriers tribaux. C'était la première armée de métiers modernes au monde. Des soldats professionnels, avec un entraînement standardisé, une solde régulière et une supériorité technologique qui faisait passer les chevaliers européens pour des enfants jouant avec des épées en bois.
Mais voilà la contradiction qui vous fera froid dans le dos. La force irrésistible de cet empire musulman était dirigée presque entièrement par des chrétiens convertis. De 1365 à 1826, pendant 461 ans, les Ottomans ont perfectionné un système d'esclavage institutionnalisé qui a touché des millions de personnes des Balkans au Caucase. Abonnez-vous pour découvrir les documents cachés qui révèlent exactement comment ils ont transformé les enfants chrétiens en armes parfaites de l'islam. Mais pourquoi les Ottomans ont-ils eu besoin de créer un tel système au départ? La réponse réside dans les réalités brutales de l'expansion du XIVe siècle qui pousserait n'importe quel empire à des mesures désespérées. Imaginez l'État ottoman à ses débuts, une petite principauté frontalière entourée d'ennemis, s'accrochant à peine à l'existence en Anatolie occidentale. Pour survivre, ils devaient s'étendre. Pour s'étendre, ils avaient besoin d'armées. Mais c'est là que le cauchemar a commencé. Ils ne pouvaient faire confiance à personne. Les armées tribales turques traditionnelles n'étaient pas fiables, liées par d'anciennes loyautés qui changeaient comme le sable du désert. Quand la guerre éclatait, les chefs de tribus pouvaient décider que leurs intérêts personnels comptaient plus que les ordres du sultan. Ils pouvaient changer de camp, exiger des rançons impossibles ou simplement disparaître lorsque la bataille tournait mal. La noblesse turque était encore pire, des aristocrates ambitieux et comploteurs qui voyaient chaque victoire comme une occasion de se tailler leur propre royaume. Le sultan Mourad Ier a vu ses prédécesseurs se débattre avec cette même dynamique empoisonnée et a réalisé quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire. Si vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre peuple, vous devez créer des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Ce qu'ils ont créé était plus troublant que quiconque ne l'avait imaginé. La preuve de concept est venue à la bataille du Kosovo en 1389, où quelque chose d'inédit s'est produit. Une coalition massive de forces serbes et bosniaques, désespérées d'arrêter l'expansion ottomane, a rassemblé ce qui aurait dû être une armée écrasante. Ils avaient la supériorité numérique, la connaissance du terrain et la fureur des hommes se battant pour leur patrie. Contre eux, Mourad Ier a déployé seulement 2000 janissaires aux côtés de ses troupes régulières. Ces 2000 hommes n'ont pas seulement gagné la bataille. Ils ont brisé l'épine dorsale de la résistance des Balkans pendant des siècles. Mais voici ce que les chroniques ne vous disent pas. Ces 2000 guerriers combattant pour l'Empire ottoman n'étaient pas ottomans de naissance. C'étaient des garçons serbes, bulgares et albanais qui avaient été pris dans des villages tout comme ceux qu'ils étaient en train de conquérir. Mourad Ier avait découvert quelque chose qui vous donnerait la chair de poule, un moyen de transformer la plus grande faiblesse d'un empire en sa force ultime. Les documents que nous avons découverts révèlent les mécanismes précis de ce système et ils sont plus méthodiques, plus psychologiquement sophistiqués et plus systématiquement cruels que tout ce que vous avez vu dans vos pires cauchemars. Mais d'abord, vous devez comprendre exactement ce qui se passait lorsque ces fonctionnaires en robe rouge apparaissaient aux portes des villages, car ce qu'ils faisaient ensuite allait résonner à travers les siècles et laisser sur des millions de familles des cicatrices qui ne se sont jamais refermées. Le système avait un nom que les historiens hésitent encore à prononcer à voix haute. Le devshirme. En turc, cela signifie simplement collecter ou rassembler. Mais pour des millions de familles chrétiennes à travers les Balkans, cela signifiait quelque chose de bien plus sinistre. L'impôt du sang. Tous les 3 ou 4 ans, comme une horloge, des fonctionnaires ottomans se présentaient aux portes des villages chrétiens munis de registres reliés en cuir, d'instruments de mesure et d'un quota à remplir. Ce qui se passait ensuite était si systématiquement brutal que cela violait les lois religieuses que l'Empire ottoman prétendait respecter, et pourtant cela a continué pendant plus de 4 siècles parce que cela fonctionnait trop bien pour être arrêté. Imaginez la scène. Des villages serbes orthodoxes où les cloches des églises avaient sonné pendant des générations, tombant soudainement dans le silence alors que des fonctionnaires étrangers en robes élaborées menaient ce qu'ils appelaient la collecte. Ils ne collectaient pas du grain ou de l'or. Ils collectaient des enfants, des garçons âgés de 7 à 20 ans, bien que des registres ottomans récemment découverts révèlent que la réalité était bien plus calculée que même ces larges fourchettes d'âge ne le suggèrent. Le processus de sélection était méthodique, presque scientifique dans sa précision. Les fonctionnaires ottomans examinaient chaque garçon comme du bétail, vérifiant leurs dents, mesurant leur taille, testant leurs réflexes, évaluant leur intelligence par des questions et des tâches simples. Ils notaient tout.
l'apparence physique, les antécédents familiaux, les signes de maladie ou de difformité, même les traits de personnalité qui pourraient indiquer une future loyauté ou rébellion. Ceux qui passaient cette inspection humaine étaient désignés pour un voyage qui leur enlèverait tout ce qu'ils avaient jamais connu. Leur nom, leur foi, leur famille, leur identité même. La portée géographique de cette récolte humaine était stupéfiante. Serbie, Bulgarie, Albanie, Grèce, Bosnie, certaines parties de la Hongrie et de la Roumanie. Des régions entières vivaient dans la terreur des années de Devshirme, sachant que lorsque ces fonctionnaires apparaîtraient, certains de leurs enfants ne rentreraient jamais à la maison. Les garçons sélectionnés faisaient face à une conversion forcée à l'islam, à la circoncision et à un conditionnement psychologique systématique conçu pour les transformer en serviteurs les plus loyaux du sultan. Mais voici ce qui rend ce système encore plus troublant. Il était complètement illégal selon la loi islamique. Le Coran protège spécifiquement les gens du livre, chrétiens et juifs, leur garantissant sécurité et liberté religieuse sous domination musulmane. Le Devshirme violait tous les principes de cette protection, la tournant en dérision. Même les érudits ottomans le savaient. Mustafa Ali, un éminent historien ottoman du XVIe siècle, a écrit avec une honnêteté surprenante que le Devshirme violait la charia, mais n'était autorisé que par nécessité. Pensez un instant à cet aveu. Les propres intellectuels de l'Empire ottoman reconnaissaient qu'ils enfreignaient systématiquement leurs lois religieuses, mais ils le faisaient quand même parce que les résultats étaient trop précieux pour être abandonnés. La nécessité à laquelle Ali faisait référence n'était pas la survie, c'était la création d'armes humaines parfaites, des soldats dont la loyauté ne pouvait être remise en question, car elle leur avait été littéralement inculquée par la force et le conditionnement depuis l'enfance. Mais les documents que nous avons découverts révèlent que la réalité du fonctionnement de ce système était bien plus complexe et troublante que ces reconnaissances officielles ne le suggèrent, car les Ottomans ont découvert quelque chose de terrifiant sur la psychologie humaine qu'ils ont exploité avec une précision chirurgicale. La précision de cette exploitation psychologique devient limpide lorsqu'on examine comment le processus de sélection se déroulait réellement, car ce que les Ottomans ont créé n'était pas un raid aléatoire. C'était une machine bureaucratique sophistiquée conçue pour briser les familles et les communautés avec une efficacité méthodique. Lorsque le Turnachubashi arrivait dans une région ciblée, il ne venait pas seul ou sans préparation. Il portait un décret officiel arborant le sceau du sultan. 2 registres identiques reliés en cuir pour consigner chaque détail de chaque garçon examiné, des paquets d'uniformes rouges de différentes tailles et une petite armée d'assistants formés à des techniques d'évaluation humaine qui mettraient mal à l'aise les psychologues modernes. Imaginez que cela se produise dans votre ville pendant 6 mois. Car c'est exactement le temps que prenait ce processus, et non les raids éclairs que la plupart des gens imaginent. Les archives judiciaires ottomanes, récemment découvertes de la levée de 1603 à 1604, révèlent la vérité choquante: les fonctionnaires arrivaient en octobre et ne terminaient leur travail qu'en février ou mars de l'année suivante. Pendant une demi-année, des communautés entières vivaient sous la menace d'un vol d'enfants systématique, regardant les fils des voisins être examinés, mesurés, classés et soit marqués pour la collecte, soit temporairement épargnés. Les critères de sélection étaient brutalement spécifiques. La force physique était testée par des exercices de levage et des épreuves d'endurance, l'intelligence par des jeux de mémoire et des tâches de résolution de problèmes, l'apparence par des examens détaillés qui enregistraient la couleur des yeux, la texture des cheveux, le teint de la peau, les cicatrices, les marques de naissance, même la forme des sourcils. Mais c'est là que le système devient vraiment sinistre. Les fonctionnaires ne cherchaient pas seulement des garçons forts, intelligents et beaux. Ils recherchaient spécifiquement des enfants qui présentaient des traits psychologiques exploitables, une curiosité qui pouvait être redirigée en loyauté, une agressivité qui pouvait être canalisée en efficacité militaire, une adaptabilité qui pouvait survivre au traumatisme de la destruction de l'identité. Une fois sélectionnés, les garçons étaient immédiatement vêtus de robes rouges identiques et de bonnets coniques rouges. Non pas pour la cérémonie, mais pour un contrôle pratique. Le rouge rendait toute fuite impossible. Un enfant courant à travers la campagne dans des vêtements rouges vifs serait repéré immédiatement et ramené pour être puni. Mais l'impact psychologique était tout aussi important.
L'uniforme marquait le début de l'effacement de l'identité. La première étape pour transformer Marko, le berger serbe, en Mehmet, le guerrier ottoman. Le système à 2 registres révèle la précision industrielle de cette opération. Chaque détail physique était consigné 2 fois. Taille, poids, marque distinctive, information familiale, village d'origine, une copie voyageant avec les garçons et l'autre restant avec les fonctionnaires locaux. Ce n'était pas seulement pour le suivi. C'était pour empêcher la falsification, s'assurer que les garçons ne pouvaient pas être échangés ou rachetés et maintenir un contrôle complet sur l'inventaire humain. Le plus troublant de tout, les familles étaient forcées de payer pour l'asservissement de leurs enfants. Le coût des uniformes rouges, du transport, de la nourriture pendant le voyage, même le logement des fonctionnaires, tout était facturé au village qui perdait leur fils. Les parents devaient financer la disparition de leurs propres enfants, ajoutant la dévastation financière à la destruction émotionnelle. Mais ce qui se passait pendant ces longs mois de sélection n'était que le début, car le voyage vers Istanbul allait révéler des techniques de conditionnement psychologique si sophistiquées qu'elles allaient remodeler le concept même d'identité humaine. La véritable ampleur de cette horreur systématique est restée cachée pendant des siècles jusqu'à ce que des historiens découvrent un document si détaillé, si d'une précision médico-légale, qu'il se lit comme un rapport d'enquête de police moderne. En octobre 1603, un Turnachibashi nommé Mustapha arriva à Bursa, porteur de ce qui allait devenir le registre le plus complet de conscription d'enfants jamais découvert, l'Eshkal Defte, un registre qui documentait chaque détail physique de chaque garçon, examiné lors de la levée du Devshirme de 1603 à 1604. Il ne s'agit pas d'une vague chronique historique remplie de langage fleuri et d'approximations. Ce sont des données brutes, enregistrées avec la précision clinique d'hommes qui savaient qu'ils menaient une opération industrielle sur des êtres humains. Les chiffres seuls vous choqueront. 2604 garçons conscrits dans tout l'Empire cette année-là, dont 530 prélevés spécifiquement dans la région de Bursa. Mais c'est ici que tout ce que vous pensiez savoir sur ce système est bouleversé. Les données sur l'âge révèlent que les fonctionnaires ottomans ne ciblaient pas principalement les jeunes enfants. L'âge moyen était de 6-5 ans, et un nombre stupéfiant de 40 et 1% des garçons avaient entre 18 et 20 ans. Ce n'étaient pas d'innocents petits garçons arrachés aux bras de leur mère. C'étaient des adolescents et de jeunes hommes, assez âgés pour comprendre exactement ce qui leur arrivait, assez âgés pour se défendre, assez âgés pour se souvenir de tout ce qu'ils perdaient. Le registre documente leurs caractéristiques physiques avec une précision médico-légale qui impressionnerait les enquêteurs modernes. La taille classée comme grande, moyenne ou petite par rapport à l'âge, la couleur des yeux enregistrée comme noir, brune, noisette, bleu noisette ou bleu, le teint de la peau classé comme foncé, brun, blond ou clair. Même la forme et la couleur des sourcils étaient méticuleusement notées. Mais ce sont les preuves médicales qui révèlent la véritable brutalité de la vie dans les Balkans du début du XVIIe siècle. 6% de ces garçons portaient les marques indubitables de la peste bubonique, Öyarchuk Yaresi, les bubons cicatrisés qui marquaient les survivants de la peste. 7% portaient des cicatrices de variole sur leur visage, des rappels permanents d'une maladie qui tuait plus d'enfants qu'elle n'en épargnait. Le plus choquant de tout, 62% de ces garçons avaient des cicatrices sur le visage ou les mains, preuve de violence, d'accidents ou de conditions de vie difficiles qui avaient marqué leur corps avant même que les Ottomans ne les touchent. Le registre ne se contente pas de noter qu'un garçon avait des cicatrices. Il documente leur emplacement exact avec une précision chirurgicale. Cicatrices rondes derrière l'oreille droite, longues marques sur le dessus de la tête dans les cheveux, petite cicatrice sur l'index de sa main gauche, marque suivant son sourcil gauche. Ce n'était pas de la rigueur bureaucratique. C'était une méthodologie d'identification criminelle, créant des profils physiques détaillés qui rendraient impossible pour ces garçons de s'échapper ou d'être remplacés par des substituts. L'analyse des schémas de maladies de ce registre révèle des conditions de vie si dures qu'un quart de tous les garçons conscrits avaient survécu à des maladies épidémiques majeures avant l'âge de 20 ans. Ce n'étaient pas des enfants de village choyés. C'étaient déjà des survivants endurcis, de jeunes hommes qui avaient enduré la peste, la variole, la violence et la pauvreté.
Les Ottomans ne se contentaient pas de collecter des garçons au hasard. Ils sélectionnaient spécifiquement les spécimens les plus forts et les plus résistants parmi des populations qui avaient déjà été naturellement sélectionnées par la maladie et les épreuves. Mais ce que cette documentation médico-légale ne capture pas, c'est la transformation psychologique qui commençait au moment où ces garçons étaient embarqués dans des groupes de transport, car le voyage vers Istanbul allait révéler des techniques de conditionnement si sophistiquées qu'elles pouvaient transformer un adolescent serbe marqué par la peste en un homme prêt à mourir pour le sultan qui l'avait asservi. Mais que ressent-on réellement en survivant à ce système de l'intérieur? Pendant des siècles, cette question est restée sans réponse car les victimes vivaient rarement pour raconter leur histoire. Et quand elles le faisaient, elles voulaient rarement s'en souvenir. Puis les historiens ont découvert un mémoire qui change tout ce que nous pensions savoir sur l'impact psychologique du conditionnement ottoman, le témoignage de première main de Konstantin Mihailović, un jeune chrétien serbe qui fut enrôlé en 1455 et survécut pour l'écrire 40 ans plus tard. Son témoignage révèle une vérité si psychologiquement complexe, si troublante dans ses implications sur l'adaptabilité humaine, qu'elle nous force à affronter des questions inconfortables sur la survie, la loyauté et ce que les gens sont prêts à devenir pour rester en vie. Constantin avait 20 ans lorsque les forces ottomanes assiégèrent la forteresse serbe de Novo Brdo en 1455, assez âgé pour comprendre exactement ce qui se passait lorsque les murs tombèrent et que les fonctionnaires ottomans commencèrent leur tri systématique de la population conquise. Il a vu 700 femmes et jeunes filles être distribuées aux soldats ottomans comme butin de guerre, a assisté à l'exécution de tous les hommes d'importance ou de rang et s'est retrouvé parmi les 320 garçons sélectionnés pour le corps des janissaires. Ce qui rend son mémoire si glaçant, ce n'est pas seulement la brutalité qu'il décrit, mais la transformation psychologique graduelle qu'il a subie, passant de chrétien serbe à guerrier ottoman. Moins de 2 ans après sa conscription, Constantin combattait sur les murs de Constantinople en 1453. Non pas comme un prisonnier ou un conscrit réticent, mais comme un soldat engagé dans l'armée ottomane qui a fait tomber le dernier vestige de l'Empire byzantin. Pensez-y un instant. Un jeune chrétien serbe, volé à sa patrie, participait avec enthousiasme à la conquête de la capitale orientale de la chrétienté, à peine 2 ans après son asservissement. Mais cela ne s'arrête pas là. Le mémoire de Constantin décrit ses campagnes ultérieures contre Vlad l'Empaleur, le Dracula historique, où il a combattu aux côtés d'autres janissaires contre les mouvements de résistance chrétiens même qui auraient pu le libérer. Il a lutté contre Skanderbeg, le héros albanais qui avait lui-même échappé à l'esclavage ottoman pour devenir leur ennemi le plus dangereux. Constantin se battait contre des hommes qui représentaient tout ce qu'il avait été autrefois, et les implications psychologiques de cette trahison résonnent à chaque page de son témoignage. L'aspect le plus troublant de l'histoire de Constantin n'est pas son esclavage initial, c'est son succès au sein du système. En 1463, il s'était élevé au commandement de 50 janissaires et 30 soldats turcs, chargés de la défense de la forteresse stratégique de Zvečaj. Ce n'était pas un homme survivant à peine à sa captivité. C'était quelqu'un qui avait si complètement intériorisé les valeurs ottomanes qu'il était devenu un chef au sein du système même qui avait détruit son identité originelle. Ses mémoires révèlent l'efficacité terrifiante du conditionnement psychologique ottoman, montrant comment l'isolement systématique, la conversion religieuse, l'entraînement militaire et la promesse de promotion pouvaient transformer un jeune berger serbe en un officier ottoman qui commandait des troupes contre son propre peuple. Constantin ne s'est échappé qu'en 1463, lorsque sa forteresse tomba aux mains des forces hongroises, et qu'il déclara opportunément son retour au christianisme. Mais son mémoire, écrit des décennies plus tard entre 1497 et 1501, révèle un homme encore aux prises avec la complexité psychologique de son expérience. Il avait été une victime, oui, mais aussi un bourreau, un survivant qui avait prospéré au sein d'un système conçu pour effacer son existence même. Son témoignage nous force à affronter une vérité dérangeante sur le système ottoman. Il ne se contentait pas de briser les gens. Il leur offrait une voie vers le pouvoir à laquelle beaucoup trouvaient impossible de résister, et cette séduction psychologique fut être l'arme la plus efficace que les Ottomans aient jamais créée. Mais l'histoire d'adaptation psychologique et de promotion de Constantin ne raconte qu'un côté de ce cauchemar.
car pour chaque garçon qui a intériorisé le conditionnement ottoman, il y en avait d'autres qui n'ont jamais cessé de se battre, jamais cessé d'essayer de s'échapper, jamais cessé de se souvenir de qui ils étaient vraiment. Ce que les chroniques officielles ottomanes ont délibérément dissimulé, c'est l'ampleur de la résistance qui menaçait de déchirer leur système parfait de l'intérieur, une résistance si répandue et si violente qu'elle a forcé l'Empire à développer des contre-mesures de plus en plus brutales qui ont révélé les véritables profondeurs de leur désespoir pour maintenir le contrôle. Les documents cachés que nous avons découverts brossent un tableau de rébellion systématique que les histoires officielles ont passé des siècles à essayer d'effacer. En 1540, lorsque les fonctionnaires ottomans sont arrivés à Alexandrie, en Albanie, pour effectuer leur levée de Devshirme de routine, quelque chose d'inédit s'est produit, les villageois se sont rebellés, non pas avec des mots ou des pétitions, mais avec des armes. Ils ont attaqué les officiers de collecte, en ont blessé plusieurs et les ont chassés du village dans ce qui s'apparentait à une rébellion armée contre l'autorité du sultan. Ce n'était pas un incident isolé de désespoir. Cela faisait partie d'un schéma de résistance violente qui s'est propagé à travers les Balkans comme une traînée de poudre. 18 ans plus tard, en 1558, toute la région autour d'Ilbazan a éclaté en une révolte coordonnée lorsque les villageois ont simplement refusé de livrer leurs enfants et ont appuyé ce refus par une résistance militaire organisée, l'intervention des troupes ottomanes pour la réprimer. Mais l'acte de désespoir parental le plus choquant a pu être eu lieu en 1564, lorsque les villageois de Sis ont fait quelque chose de si audacieux que cela aurait dû être impossible. Ils ont voyagé jusqu'à Istanbul et ont réussi à kidnapper leurs propres enfants pour les ramener du cœur du système ottoman. Pensez au courage et au désespoir requis pour cette mission. Des paysans chrétiens infiltrant la capitale impériale, localisant d'une manière ou d'une autre leurs fils parmi des milliers de conscrits et exécutant une opération de sauvetage au nez et à la barbe des gardes du sultan. Le fait qu'ils aient réussi révèle à quel point les réseaux clandestins de soutien à la résistance étaient devenus étendus. L'ampleur de la rébellion interne devient vraiment stupéfiante lorsqu'on examine les statistiques de désertion que les fonctionnaires ottomans ont désespérément tenté de supprimer. En un seul incident en 1626, 404 garçons du Devshirme ont tout simplement disparu, non pas tués au combat, ni transférés dans d'autres unités, mais portés disparus, vraisemblablement évadés ou morts en tentant de s'échapper. Rien qu'à Edirne, 467 garçons jardiniers ont réussi à déserter en masse, ce qui représente l'effondrement de tout un programme de formation. Il ne s'agissait pas d'actes de rébellion individuelle, c'étaient des évasions de masse coordonnées qui suggèrent l'existence de réseaux de résistance sophistiqués opérant dans tout l'Empire. La réponse ottomane à cette hémorragie de ressources humaines révèle la véritable brutalité sous-jacente de leur système. Les évadés capturés n'étaient pas simplement réintégrés au service. Ils étaient enregistrés dans les registres puis tués. Cette phrase clinique, enfouie dans des documents administratifs, représente une condamnation à mort pour tout garçon assez courageux ou désespéré pour tenter la liberté. L'Empire avait trop investi dans ses armes humaines pour permettre la défection, et il était prêt à assassiner des enfants pour maintenir le contrôle psychologique du système sur les survivants. Les familles ont développé des stratégies de plus en plus sophistiquées pour protéger leurs fils, soudoyer des fonctionnaires pour exclure leurs enfants de la sélection, arranger des mariages hâtifs pour des garçons en dessous de l'âge habituel afin de les rendre inéligibles, cacher les enfants dans des villages de montagne reculés pendant les années de levée, voire mutiler leurs fils pour les rendre physiquement inaptes au service militaire. Des réseaux de solidarité chrétienne ont émergé à travers les Balkans. Des communautés entières se coordonnant pour protéger les fugitifs, fournissant des refuges, de faux documents et des voies d'évasion qui s'étendaient des villages serbes aux frontières hongroises. Les îles de Marmara et Mirali sont devenues des refuges connus où prêtres et chefs de village cachaient les garçons évadés, sachant pertinemment que la découverte signifiait leur propre exécution. Mais ce qui rend cette résistance encore plus remarquable, c'est qu'elle a persisté malgré les contre-mesures de plus en plus sophistiquées de l'État ottoman, car l'Empire avait découvert que la menace pour son système n'était pas seulement l'évasion physique, c'était la contamination psychologique qui se produisait lorsque d'autres conscrits assistaient à une rébellion réussie
et ils allaient jusqu'à des extrémités effroyables pour empêcher cette contamination de se propager. Pourtant, c'est ici que cette histoire prend un tournant si psychologiquement tordu, si moralement complexe, qu'elle nous force à affronter la vérité la plus dérangeante sur le système du Devshirme ottoman. Il fonctionnait exactement comme prévu, et certaines de ses victimes ont atteint des sommets de pouvoir qui auraient été impossibles dans toute autre société médiévale, créant un paradoxe qui hante toute tentative de comprendre le véritable héritage de cette institution. Entre 1522 et 1536, le deuxième homme le plus puissant de tout l'Empire ottoman n'était pas un aristocrate turc, n'était pas un membre de la famille du sultan, n'était même pas né musulman. Il s'agissait d'Ibrahim Pacha, un garçon chrétien qui avait été enlevé à sa famille grecque et transformé par le système du Devshirme en bras droit du sultan, commandant des armées, négociant avec les monarques européens et gérant de fait les opérations quotidiennes de l'un des plus grands empires de l'histoire. Ibrahim n'était pas une exception. Il était la règle, la preuve que le système d'ingénierie humaine ottomane avait réalisé quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité, le remplacement systématique de la classe dirigeante d'un empire par leurs propres anciens esclaves. Sokolu Mehmed Pacha, né chrétien orthodoxe serbe, a servi comme grand vizir pendant 14 ans et fut le dirigeant de facto de l'Empire ottoman sous les règnes de 3 sultans différents, exerçant plus de pouvoir réel que la plupart des rois européens, sans jamais oublier qu'il s'était un jour agenouillé dans une église serbe en écoutant des hymnes orthodoxes dans une langue que les Ottomans avaient tenté de lui faire oublier. À l'apogée du système, les grands vizirs issus du Devshirme dépassaient de loin en nombre ceux issus des familles nobles turques traditionnelles, créant l'ironie ultime. Les esclaves avaient littéralement remplacé leur maître au sommet du pouvoir impérial. Ce n'était pas seulement de la mobilité sociale. C'était une inversion complète de l'ordre naturel que l'Europe médiévale pensait divinement ordonné, un monde où un jeune berger enlevé pouvait devenir plus puissant que des princes nés dans la pourpre, où d'anciens chrétiens régnaient sur l'aristocratie turque qui les avait initialement asservis. La complexité psychologique de cette transformation défie toute catégorisation facile, car ces hommes n'étaient pas seulement des victimes qui s'étaient adaptées pour survivre, ils étaient des participants actifs à un système qui continuait d'asservir des enfants de leur propre terre natale, et pourtant certains n'ont jamais totalement oublié leurs origines. Sokolu Mehmed Pacha a secrètement restauré le patriarcat orthodoxe serbe et a nommé son propre frère chrétien comme archevêque, utilisant sa position au cœur du pouvoir islamique pour protéger la foi même que les Ottomans avaient tenté de lui voler. D'autres diplômés du Devshirme ont trouvé des moyens plus désespérés de réconcilier leurs identités fracturées, comme le révèlent les témoignages poignants d'anciens janissaires qui ont comparu devant les tribunaux de l'Inquisition catholique à travers l'Europe, des hommes qui avaient atteint le succès, la richesse et un pouvoir inimaginables, mais qui se sentaient obligés de chercher l'absolution pour les crimes qu'ils avaient commis au service de l'empire qui les avait créés. Ces témoignages, découverts dans les archives siciliennes et vénitiennes, révèlent des hommes tourmentés par la complexité psychologique de leurs expériences. Marian Zali, qui avait servi comme cuisinier de palais et gravi les échelons des janissaires pour combattre dans des campagnes majeures, mais qui, à l'âge de 37 ans, se rendit en Sicile pour confesser qu'il n'avait jamais oublié ses origines chrétiennes et implorer l'absolution spirituelle. Georges de Micheli, qui était devenu chef des jardins, responsable de la surveillance et de la police à Istanbul même, mais qui se retira de son poste de confiance ultime pour chercher le pardon auprès des autorités chrétiennes que son empire considérait comme des ennemis. Le système du Devshirme avait créé quelque chose d'historiquement unique, une classe dirigeante qui était à la fois les serviteurs les plus loyaux du pouvoir impérial et ses bénéficiaires les plus psychologiquement conflictuels, des hommes qui exerçaient une autorité sans précédent, tout en portant le traumatisme permanent du génocide culturel, des exemples de réussite qui restaient des monuments vivants de la capacité du système à remodeler l'identité humaine si complètement que les victimes pouvaient devenir des bourreaux sans jamais perdre entièrement le souvenir de ce qu'elles avaient perdu. Mais cette contradiction psychologique, qui a produit des dirigeants si efficaces, allait finalement devenir la plus grande faiblesse du système, car des hommes qui se souvenaient d'avoir été des enfants impuissants se souviendraient un jour de ce que c'était que d'avoir le pouvoir utilisé contre eux, et ils commenceraient à utiliser ce même pouvoir
d'une manière que leur créateur n'avait jamais prévue. Le tourment psychologique d'hommes, comme Marianne Zali et Georges de Michely, semblait destiné à rester enfoui dans de poussiéreuses archives de l'Inquisition, une simple note de bas de page tragique dans le catalogue des souffrances humaines de l'histoire, jusqu'en septembre 2024, lorsque la mer Méditerranée elle-même a commencé à livrer des preuves qui allaient changer fondamentalement notre compréhension de la profondeur à laquelle ce système de transformation humaine a pénétré la société ottomane. Au large de la côte de Datça, dans le sud-ouest de la Turquie, des archéologues marins du Centre de recherche sous-marine de l'Université d'Okuz Eylül ont fait une découverte si significative qu'elle a provoqué une onde de choc dans la communauté historique, l'épave ottomane de Kizlan, la première preuve matérielle jamais trouvée d'opération navale de janissaires, une capsule temporelle du XVIIe siècle qui attendait depuis 400 ans de raconter son histoire. Le navire lui-même est une révélation, ces fragments de tribord révélant des techniques de construction qui témoignent de l'ingénierie navale sophistiquée de la flotte ottomane, mais c'est la cargaison qui vous glace le sang. Car ce n'était pas un navire marchand ou une mission diplomatique, c'était un navire de guerre qui était en combat actif lorsqu'il a coulé, et la preuve en est écrite en plomb et en poudre à canon sur le fond marin. 14 fusils de janissaires gisent éparpillés parmi les débris, leurs crosses en bois encore intactes après des siècles sous l'eau, chacun étant une arme personnelle qui avait été portée par un jeune chrétien converti devenu guerrier islamique, chacun étant un témoignage de la capacité de l'Empire ottoman à transformer des enfants volés en force navale, capables de projeter sa puissance à travers la Méditerranée. Environ 2500 balles de mousquet en plomb tapissent le site de l'épave aux côtés de boulets de canon éclatés, preuve matérielle que ce navire était engagé dans une bataille féroce lorsqu'il a sombré, que ses armes avaient été tirées avec colère, que les hommes qui les maniaient sont morts en combattant pour l'Empire qui avait asservi leurs prédécesseurs. L'analyse médico-légale moderne du contenu du navire révèle des détails qui retracent la complexité des opérations impériales ottomanes. Des ensembles de bols en porcelaine, peints en bleu, fabriqués en Chine spécifiquement pour les marchés islamiques et retrouvés soigneusement emballés, suggérant que ce navire transportait des cadeaux diplomatiques même pendant qu'il menait des opérations militaires, des céramiques de la région de Djerba en Tunisie, indiquant les origines nord-africaines du navire et le vaste réseau géographique qui reliait les opérations militaires ottomanes à travers la Méditerranée, des récipients en cuivre et des objets personnels qui témoignent de la vie quotidienne des hommes qui naviguaient et combattaient à bord de ce navire. L'importance archéologique de cette découverte ne peut être surestimée, car elle comble une lacune cruciale dans les archives historiques, fournissant la première preuve matérielle de la manière dont le système du Devshirme s'étendait au-delà des corps de janissaires terrestres pour inclure les opérations navales, révélant que la stratégie ottomane d'utiliser des chrétiens convertis comme force militaire était encore plus complète qu'on ne le pensait auparavant. L'analyse experte des artefacts suggère que le navire a coulé durant la seconde moitié du XVIIe siècle, une époque où le système du Devshirme était à son efficacité maximale, où des garçons comme ceux documentés dans le registre de Bursa étaient transformés non seulement en infanterie d'élite, mais aussi en guerriers navals, capables de projeter la puissance ottomane de la mer Noire à la côte atlantique du Maroc. Chaque artefact récupéré de l'épave de Kizlan représente une voie d'outre-tombe, une preuve matérielle de vie vécue et perdue au service d'un empire qui avait systématiquement effacé l'identité de ses serviteurs les plus efficaces, mais ces voies sous-marines sont sur le point d'être rejointes par quelque chose de bien plus troublant. La preuve de la façon dont ce système entier s'est finalement consumé lui-même, comment les armes parfaites sont devenues si parfaites qu'elles ont menacé l'empire même qui les avait créées. Mais ces voies venues des profondeurs de la Méditerranée n'étaient déjà que les échos d'un système moribond, car au moment où le navire de Kizlan a coulé au XVIIe siècle, le succès même du programme du Devshirme créait un problème qui allait finalement forcer l'Empire ottoman à faire un choix impensable, détruire le fondement de leur pouvoir, ou regarder ce fondement, les détruire à leur tour. Nous sommes sur le point de retourner dans cette cour inondée de sang à Istanbul, vers ces 6000 corps refroidissant dans l'air du matin, mais maintenant vous comprendrez exactement pourquoi le sultan Mahmud II a décidé que les guerriers les plus parfaits de son empire devaient mourir,
et la réponse révélera la vérité la plus dérangeante sur le pouvoir institutionnalisé. Parfois, la plus grande menace pour un système ne vient pas de ses échecs, mais de ses succès. En 1826, les janissaires étaient devenus tout ce que le système du Devshirme était conçu pour créer et tout ce qu'il était conçu pour empêcher. Ils étaient absolument loyaux à l'État ottoman, mais ils étaient aussi devenus une force politique si puissante qu'ils pouvaient faire et défaire les sultans à leur guise. Ils étaient l'unité militaire la plus efficace de l'Empire, mais ils étaient aussi un groupe d'intérêts bien établi qui bloquait toute tentative de modernisation car le changement menaçait leur position privilégiée. Ils étaient les produits parfaits d'un endoctrinement systématique, mais ce même endoctrinement leur avait appris que leur manière de faire la guerre, leur tradition, leur méthode étaient d'ordre divin et ne pourraient jamais être améliorées. Le sultan Mahmoud II a compris ce que ses prédécesseurs avaient eu trop peur de reconnaître. L'armée d'esclaves qui avait bâti l'Empire ottoman était devenue son plus grand handicap, une force si ancrée dans ses habitudes, si politiquement enracinée, si convaincue de sa propre invincibilité, qu'elle préférait voir l'Empire s'effondrer plutôt que de lui permettre de s'adapter au monde moderne. Mais il y a pire. Mahmoud II n'est pas tombé par hasard sur le massacre du 15 juin 1826, il l'a orchestré avec la même précision calculatrice que ses ancêtres avaient utilisée pour concevoir le système du Devshirme lui-même. Il a délibérément provoqué les janissaires en annonçant la formation d'une nouvelle unité militaire de style occidental, sachant qu'il se révolterait, sachant qu'il marcherait sur son palais, sachant qu'il lui donnerait l'excuse dont il avait besoin pour déchaîner l'artillerie moderne sur des guerriers médiévaux et appeler cela une défense justifiée. Lorsque les janissaires se sont rassemblés dans leur caserne traditionnelle, s'attendant à intimider un autre sultan, pour qu'il se soumette comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant, ils se sont retrouvés face à des canons chargés de mitraille, des armes qui pouvaient déchirer des formations d'infanterie massées comme du papier, une technologie qui rendait leur courage individuel et leur tactique traditionnelle totalement inutiles. L'odeur de poudre et de chair brûlée qui flottait sur Istanbul ce matin-là n'était pas seulement la fin d'une rébellion, c'était la manifestation physique de la modernité détruisant la tradition, de la guerre industrielle anéantissant le combat personnel, de l'efficacité systématique remplaçant la compétence humaine. Mais le massacre à Istanbul n'était que le début, car Mahmoud II comprenait que tant que des janissaires resteraient en vie, ils représenteraient un point de ralliement pour la résistance à ces efforts de modernisation. La tour de Sang de Thessalonique est devenue le site d'exécution de masse où les janissaires survivants ont été systématiquement pourchassés et tués, leurs têtes exposées en guise d'avertissement à quiconque se souviendrait des anciennes coutumes avec nostalgie. L'Empire se modernisait littéralement en détruisant ses propres fondations, en brûlant le pont humain qu'il avait porté de principauté médiévale à superpuissance mondiale. La question ultime qui hante toute cette histoire se cristallise enfin à ce moment. Le système du Devshirme a-t-il trop bien fonctionné? Les Ottomans avaient-ils créé des armes humaines si parfaites, si psychologiquement conditionnées, si institutionnellement enracinées qu'elles sont devenues incapables d'évoluer, figées dans les méthodes qui avaient fait leur succès mais incapables de s'adapter lorsque ces méthodes sont devenues obsolètes? Le sang qui s'accumulait entre les pavés d'Istanbul représentait plus que la mort de 6000 hommes. Il marquait le moment où un empire a choisi son avenir plutôt que son passé, où les descendants d'enfants chrétiens volés ont été sacrifiés à la même logique calculatrice qui les avait créés, prouvant qu'en fin de compte, même les systèmes de contrôle humain les plus réussis portent en eux les germes de leur propre destruction. Le sang a depuis longtemps été lavé de ces pavés d'Istanbul. Mais les questions soulevées par ce qui s'y est passé résonnent à travers chaque siècle suivant, nous forçant à affronter des vérités sur le pouvoir, le contrôle et la nature humaine que nous préférerions ne pas reconnaître, car le système du Devshirme ottoman n'était pas une aberration historique. C'était un exemple parfait de quelque chose qui continue de se produire chaque fois que des institutions découvrent qu'elles peuvent remodeler les êtres humains pour servir leurs objectifs, plutôt que d'adapter leurs objectifs pour servir les êtres humains. Regardez le monde moderne et vous verrez les mêmes mécanismes psychologiques à l'œuvre.
des enfants soldats en Afrique centrale, arrachés à leur famille et conditionnés à tuer pour des seigneurs de guerre qui comprennent que des enfants brisés font des guerriers plus loyaux que des adultes consentants, des programmes d'assimilation forcée qui dépouillent les enfants autochtones de leur langue, de leur religion et de leur identité culturelle au nom de la civilisation et du progrès, des cultures d'entreprise qui exigent une loyauté si complète que les employés perdent leur identité individuelle et deviennent des extensions de la volonté institutionnelle. L'Empire ottoman a simplement perfectionné ce que chaque structure de pouvoir à travers l'histoire a tenté. La transformation systématique des êtres humains en instruments de contrôle, et leur succès révèle quelque chose de terrifiant sur la capacité de notre espèce à la fois à infliger et à survivre à la destruction psychologique. Le prix du pouvoir impérial a toujours été mesuré en âmes humaines. Mais le système du Devshirme nous oblige à calculer ce coût avec une précision sans précédent, car nous pouvons tracer le processus exact par lequel Marco le berger serbe est devenu Mehmet, le général ottoman. Et cette transformation révèle la vérité la plus dérangeante sur l'adaptabilité humaine. Nous pouvons survivre à presque tout, y compris à l'effacement complet de qui nous étions, mais la survie et la guérison ne sont pas la même chose. Les questions sans réponse qui hantent cette histoire sont celles qui comptent le plus. Combien de garçons comme Konstantin Mihailovitch ne se sont jamais adaptés, n'ont jamais gravi les échelons, n'ont jamais trouvé le succès au sein du système qui les a détruits? Combien ont complètement craqué sous la pression psychologique et ont simplement disparu dans la folie ou la mort sans laisser aucune trace de leur souffrance? Combien ont porté le traumatisme du génocide culturel toute leur vie, atteignant un succès extérieur tout en restant intérieurement brisés? Les archives officielles ne documentent que les survivants, les exemples de réussite, les hommes qui sont devenus utiles à l'Empire. Mais pour chaque Ibrahim Pacha ou Sokolou Mehmed Pacha qui est monté au pouvoir, combien de milliers ont simplement disparu dans l'obscurité historique, leur résistance écrasée, leur esprit brisé, leur histoire perdue à jamais? L'ironie finale qui définit l'héritage du Devshirme est que la plus grande réussite de l'Empire ottoman est devenue sa plus grande faiblesse. Ils ont créé des armes humaines si parfaites, si psychologiquement conditionnées, si institutionnellement enracinées que ces armes se sont finalement retournées contre leur créateur, non pas par la rébellion, mais par l'inflexibilité, prouvant que le pouvoir absolu corrompt non seulement ceux qui le détiennent, mais aussi ceux qui sont façonnés par lui, créant un cycle de déclin institutionnel qu'aucune somme de génie individuel ne peut surmonter. Le système du Devshirme a trop bien réussi, a duré trop longtemps, et a finalement démontré que même les méthodes de contrôle humain les plus sophistiquées contiennent les germes de leur propre destruction, car les institutions qui traitent les gens comme de la matière première pour l'ingénierie sociale découvrent inévitablement que les êtres humains, aussi complètement conditionnés soient-ils, conservent la capacité d'évoluer de manière que leur créateur n'avait jamais prévue. Abonnez-vous pour plus d'histoires cachées qui ont façonné notre monde, car comprendre comment le pouvoir a toujours fonctionné est le seul moyen de reconnaître quand il s'exerce sur nous, et les schémas révélés par 4 siècles d'esclavage systématique d'enfants résonnent à travers chaque structure d'autorité qui exige que nous renoncions à notre identité individuelle pour la promesse d'un objectif collectif.